Bonjour à tous. Vous avez déjà eu une matinée passionnante, alors j'espère que vous aurez quelque indulgence pour ma présentation. Je pense que pour avancer, on doit appuyer ici. Je vais vérifier si c'est... Bon, juste peut-être une petite remarque de précaution. Je vais employer quelques termes. Quand on parle de géopolitique, il y a 150 pays. Ces 150 pays, je peux les diviser dans des zones extrêmement diverses, avec des noms extrêmement divers. Donc, je vous demanderai juste de l'indulgence pour les noms que je vais trouver pour les différents blocs. Et notamment, par exemple, j'ai employé un terme, j'ai opposé l'Occident au bloc russe et au bloc chinois, ce qui est véritablement une simplification monstrueuse. Alors, surtout ne donner aucune valeur culturelle à Occident. Quand je parle d'Occident, je ne fais ni référence à Spengler, vous savez, le déclin de l'Occident, Spengler valorisant la culture occidentale par rapport à ce qu'il appelait la culture magique, ni je fais référence à René Guénon, la crise du monde moderne, n'est-ce pas, qui oppose Orient et Occident en disant que l'Occident est le porteur de tous les maux face à un Orient qui sauvera un jour l'Occident. Donc je ne fais pas référence du tout à cela. C'est au fond de prendre ce grand bloc qui est Europe plus États-Unis, auquel il faut bien ajouter le Japon et la Corée et l'Australie que j'ai mis dans Occident simplement, ça me permettait de gagner de la place, notamment sur les slides, n'est-ce pas? Alors, de même, il y a peut-être quelques sujets que je laisserai de côté parce que je me suis mis dans la perspective que je parlais à des personnes qui travaillent dans des compagnies d'assurance, dans des entreprises d'assurance ou de réassurance, voire dans des institutions financières, et je ne me suis pas posé la question, par exemple, des conséquences de la guerre en Ukraine sur la pauvreté dans le monde, n'est-ce pas, sur l'alimentation, sur le marché du blé, etc. en soi, parce que je pense que ça, c'est ouvrir un débat qui nous dépasse très largement, n'est-ce pas, et qui supposerait des développements spécifiques que je n'avais pas le temps de présenter. Pour autant, ce sont des sujets extrêmement importants. Je ne voudrais pas en négliger l'importance, mais simplement, j'ai voulu me concentrer sur ce qui change un peu pour nous. Parce que le monde change. Avec le monde qui change, soyez-en sûrs, les valeurs et les comportements des individus changent. Et ils changent à un rythme dont on a l'impression qu'il a tendance à s'accélérer depuis le début des années 2000. Et l'assurance, plus que tout autre secteur, notamment plus que les autres institutions financières, se situe au cœur de ces évolutions. L'un des grands changements introduits par la guerre en Ukraine, naturellement, concerne le risque géopolitique. Mais au fond, ça aurait pu ne pas être la guerre en Ukraine, mais la tentative de reconquête de Taïwan par la Chine. L'histoire en a décidé autrement, et il semblerait d'ailleurs que les Chinois en sont fort maris et qu'ils le reprochent beaucoup à Poutine. La prolongation, pour moi, des tendances actuelles aboutit à 3 dimensions dans les changements. Le paysage géopolitique a fondamentalement changé. Et je vais essayer de vous faire partager ce sentiment qu'il a fondamentalement changé. Et qu'à cette occasion, la géographie est redevenue très importante. Je vous conseille un ouvrage de Kaplan sur l'importance de la géographie sur le plan des relations stratégiques, n'est-ce pas, avec la resegmentation de l'espace. Ce qui n'est pas une très bonne nouvelle en soi pour l'assurance. Il y en aurait de meilleures, même si elle n'est pas catastrophique et qu'elle concerne peut-être un peu plus la réassurance que l'assurance. Parallèlement, l'univers des risques et celui surtout des macro-risques s'est encore une fois étendu tout en connaissant une mutation substantielle avec l'apparition de tensions nouvelles. Naturellement, tous ces changements sont source d'opportunités nouvelles pour les assureurs et les réassureurs, mais cela suppose des adaptations coûteuses et vous verrez que plus que jamais, l'Enterprise Risk Management, IRM, est important par rapport au simple risk management. Alors, si vous voulez, nous allons regarder tout d'abord les changements du paysage politique, puis regarder les mutations qui sont induites dans l'univers des macro-risques et comment on peut penser que les comportements vont s'adapter, les comportements de gestion des risques vont s'adapter. Alors tout d'abord, nous avons eu cette mutation mal anticipée, n'est-ce pas, de la Russie
de Poutine. Alors certains me diront mal anticipé par Philippe Trainard, mais mieux anticipé par d'autres. Laissons un peu cette discussion. De façon générale, ça ne faisait pas la une des journaux, n'est-ce pas? En fait, nous avons eu 3 temps en Russie et qu'il faut toujours avoir en mémoire parce que ces 3 temps, ils sont imprimés dans la tête de Poutine. Premier temps, l'effondrement de l'Empire soviétique, c'est la perestroïka, la chute du communisme avec Gorbatchev. Quand ceux qui ont travaillé avec les Russes, n'est-ce pas, eh bien, savent qu'en Russie, il y a une personne qui est haïe, du plus jeune qui a 5 ans jusqu'au plus âgé qui a 90 ans, il s'appelle Gorbatchev. C'est le même personnage que nous louons pour la fin d'un régime autoritaire et dictatorial. La révolution de 1990, n'est-ce pas, où les militaires, les conservateurs ont tenté de reprendre le pouvoir, conduit à l'arrivée au pouvoir de Eltsine et à l'ouverture véritablement à l'Occident. C'est durant la même période qu'on assiste à une privatisation accélérée en Russie, confisquée au profit de quelques oligarques, et avec l'effondrement, n'est-ce pas, de l'économie soviétique entre 90 et 98, moins 43%, puis dislocation, n'est-ce pas, de l'Empire soviétique. Ensuite arrive la période de redressement moral. Et si vous parliez, quand vous parliez au début des années 2000 aux jeunes, c'était ça qui vous expliquait. C'est l'élection de Poutine comme président en 1999. Avec le redressement, n'est-ce pas, 98-2021, c'est plus 125% de croissance, soit plus 3,5% de croissance par an. Et sur 90-21, n'est-ce pas, c'est plus 27%. Vous voyez combien l'effondrement pèse. Et au fond, Poutine a réussi à porter la Russie au-delà de ce qu'elle était avant l'effondrement, mais pas tellement plus. Et c'est la première humiliation, n'est-ce pas, avec, pour Poutine, l'extension de l'OTAN, n'est-ce pas, à ce qu'on appelle à l'Europe de l'Est et aux pays baltes en 1999 et en 2004. Et puis vient le temps de la restauration du pouvoir russe et de l'Empire russe qui se redessine avec la deuxième guerre en Tchétchénie et la guerre de Géorgie. Et à ce moment-là, réapparaît, c'est la renaissance de l'expansionnisme. Un expansionnisme qui rate des similitudes avec l'ancien expansionnisme soviétique, mais sans l'idéologie. Vous supprimez l'idéologie. Avec l'annexion de la Crimée, le séparatisme dans le Donbass et dans la Transnistrie. Ekaterina Pazou n'est pas parmi nous, c'est elle qui m'avait sensibilisé à la question de la Transnistrie qui n'était pas au premier plan dans mon esprit. Et là vient la seconde humiliation de Poutine et l'internationalisation de ces conflits, c'est les sanctions qui vont se multiplier, n'est-ce pas, de 2014 à 2017. Puis la montée des tensions, la tentative d'invasion de l'Ukraine lancée depuis le 24 février 2022, dont nous ne saurons ce à quoi elle aboutit, et la révélation d'ailleurs d'une faiblesse fondamentale de militaires russes qui tient à l'absence de coordination entre les différents éléments militaires russes depuis l'acquisition de la cible jusqu'au tir de la cible sur fond de corruption et de mauvaise organisation. Alors, si vous voulez, dans un deuxième temps, je voudrais vous parler des déconvenus de la mondialisation, qui arrivent en parallèle, voyez-vous, de ce mouvement qu'on a vu en Russie, n'est-ce pas? Parce que la chute de l'Union soviétique a ouvert la voie, et elle est au cœur, n'est-ce pas, de cela, à la mondialisation, dont le triomphe a cependant été de courte durée, car elle a été rapidement contestée. Hein, souvenez-vous, les contestations, les manifestations anti-mondialisation à la fin des années 90, tout au moins sous la forme sous laquelle elle s'est avancée, c'est-à-dire sous le manteau de la puissance américaine, car restait une seule puissance, les États-Unis, qui semblait liée avec la notion de liberté et la notion de mondialisation. Un auteur nous décrit cela très bien, c'est Fukuyama, The Last Man and the End of History. Fukuyama dit, c'est tout simplement, voilà, les grands combats pour la liberté de l'homme sont terminés, la liberté est là, c'est un peu la fin de l'histoire. La Russie et la Chine, successivement, jouent la carte de la mondialisation,
Et vu la faiblesse de l'ONU et des institutions internationales, c'est sous l'égide des États-Unis, donc d'une puissance déterminée, que cette mondialisation se produit. Alors c'est là qu'apparaissent les fissures dans la muraille, ou ce qu'on pourrait dire dans la Grande Muraille, et tout d'un coup la peur, n'allons-nous pas vers la guerre civile mondiale? Est-ce que cette mondialisation, c'est pas tout simplement la guerre civile mondiale? Et là, vous avez un ouvrage qui a été lu aussi, comme celui de Fukuyama, très contesté, c'est celui de Samuel Huntington, The Clash of Civilization. Laissons de côté la question de civilisation et quelle définition il faut lui donner. Deux affirmations chez Huntington qui vont se retrouver dans les faits quelques années après. The frontiers of Islam are bloody. Alors, on renvoie immédiatement au World Trade Center et à ISIS de 2014 à 2019. Et l'affirmation Russia and other orthodoxy are primarily non-Western. L'Ukraine est, pour Huntington, le lieu privilégié, doit être le lieu privilégié de l'affrontement entre la Russie et l'Occident, le reste de l'Europe. En même temps, on voit une montée, plus ou moins violente selon les pays, des populismes et des identités qui s'affirment dans l'anti-globalisation. Et puis derrière, au fond, alors que tout le monde était en train de se demander si Daesh n'annonçait pas justement, n'était pas le témoignage de la réalité de cette guerre civile, tout d'un coup, on voit au moment où s'efface la menace de Daesh, on voit surgir les grandes puissances, le retour des grandes puissances. Et là, je citerai un auteur qui est Carl Schmitt, Der Nomos der Erde, et avec cette idée qu'il défend, la mondialisation est impossible, la mondialisation est un concept contradictoire, elle ne sera jamais réalisée car elle est irréalisable, seuls peuvent être réalisés des blocs régionaux. Alors on a d'un côté la tentation du repli régionaliste par les États-Unis, avec les échecs en Irak et en Afghanistan, la montée de la Chine et le choc avec l'administration Trump. Souvenez-vous de la violence du choc, des conséquences des sanctions décidées par Trump, et puis toute la question de Taïwan qui est là sur la table, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, Xi Jinping est très embarrassé car il aurait peut-être voulu lancer une opération sur Taïwan avant 2025 et probablement à cause de la guerre en Ukraine, il ne pourra peut-être pas. Et puis la montée de la Russie face à l'Occident, cet Occident un peu vague tel que je l'ai défini, avec la guerre en Syrie, en Afrique, ne l'oubliez pas, République centrale africaine, notamment en présence des groupes Wagner, et en Ukraine. Alors, à ce moment-là apparaît le risque géopolitique d'un monde fragmenté, n'est-ce pas? Allons-nous... Pardonnez-moi, j'ai fait, je pense, une petite... Allons-nous vers une guerre de longue durée en Ukraine? Premier point. L'Ukraine est probablement plus difficile à conquérir à l'Afghanistan, qui a pourtant détruit l'Empire soviétique. D'une certaine façon, le retrait d'Afghanistan signale la fin de l'Union soviétique. Le problème, c'est que la prolongation de la guerre en Ukraine nous conduit tout droit vers un embargo total sur le commerce avec la Russie et éventuellement sur une éclaircisation du conflit. Et troisième point, on voit une réticence de la Chine, dont les intérêts ne convergent pas immédiatement avec la Russie, à apporter un soutien significatif à la Russie. Donc l'Ukraine précipite en quelque sorte l'apparition et la formation de trois blocs qu'on percevait auparavant, mais qui là apparaissent avec des intérêts extrêmement divergents. Allons-nous donc voir le monde se réorganiser en régions refermées sur elles-mêmes? Pour moi, c'est une question. Je vous donne ici les quelques arguments qui vont dans le sens d'une réponse positive, ce qui ne veut pas dire, vous verrez, c'est ma conclusion, que c'est ce qui va se produire. Mais sanctions et suspicions sont en train de fermer les frontières entre les trois blocs. Et ces trois blocs s'organisent sur un mode impérial, n'est-ce pas? La Russie, c'est très clair, c'est l'empire au sens classique du terme. La Chine, c'est à peu près clair, avec toutes les difficultés pour la Chine d'étendre cette forme d'empire extrêmement centralisé qui est le sien. Et quant à l'Occident, on voit très bien que la Finlande, la Suède, les derniers réticents se tournent vers l'OTAN et donc vers le parapluie nucléaire américain. Nous avons une nouvelle attrition du champ d'action
des institutions internationales, que ce soit le FMI, l'ONU, l'OMS, etc., dont l'action devient de plus en plus paralysée. Peut-être allons-nous voir la réapparition d'un groupe de pays plus ou moins non alignés en Amérique latine, en Afrique du Nord. Vous avez vu les réactions plus tempérées de l'Amérique latine, du Brésil, de l'Argentine, de l'Algérie, etc., par rapport au sujet, en essayant d'éviter de trop se mouiller. Ou allons-nous, même au-delà de blocs régionaux, vers un monde éclaté autour des nations, n'est-ce pas? En fait, les empires sont loin d'être homogènes, voire loin d'être homogénéisables. On voit partout dans le monde, et notamment en Occident, une montée des extrêmes avec une accentuation des identités nationales, religieuses, raciales, idéologiques, n'est-ce pas? En même temps, les grands empires autocratiques comme la Russie et la Chine ont des égos extrêmement tyranniques qui se confrontent, qui s'entrechoquent, n'est-ce pas? C'est vrai au sein de cet empire russe, en quelque sorte, voire le choc, n'est-ce pas, des religions. La guerre tchétchène n'est pas terminée quand même. Enfin, les libertés démocratiques sont un obstacle aux tentatives impériales de la Chine en Asie. Alors, quelles sont les mutations induites par cet univers dont nous ne savons pas très bien s'il va retourner vers la mondialisation, s'il va vers des blocs régionaux ou s'il va vers un éclatement national, voire par derrière, de nouveau, la réapparition de la guerre civile mondiale avec des groupes comme ISIS, mais avec différentes religions, différentes idéologies qui réapparaîtraient. Alors, quelles sont les mutations induites par cet univers sur les risques? Alors, tout d'abord, c'est probablement, nous allons voir se multiplier les conflits et les tensions dans le monde. C'était un peu l'erreur de Dominique de Villepin quand il a dit « un monde multipolaire est plus stable ». Ce que nous sommes en train d'apprendre et de lire, j'allais dire, dans l'histoire contemporaine, c'est qu'un monde multipolaire plus fragmenté n'est pas du tout un monde plus stable, mais un monde plus instable, plus risqué, plus dangereux, n'est-ce pas? Alors, un monde plus conflictuel. Il est évident que les pays limitrophes aux grandes régions vont concentrer les conflits à haute intensité. Nous le voyons en Ukraine, nous allons le voir probablement bientôt à Taïwan. Qui sait, la question coréenne pourrait revenir sur le devant de la scène, la question tchétchène pourrait elle-même réapparaître, etc. Les superpuissances ont intérêt à intervenir, et on les voit la Russie et la Chine sont très actives partout à soutenir des mouvements, donc bientôt elles soutiendront aussi des mouvements de libération nationale, des mouvements de contestation, des mouvements sociaux. Ces interventions jouent aussi sur l'exacerbation des sentiments d'humiliation. Mais n'oubliez pas, les premiers discours d'Hitler sont des discours « l'Allemagne a été humiliée, nous sommes humiliés, n'est-ce pas ? On nous prend pour moins que rien, on nous injurie. » C'est comme ça qu'il commence, n'est-ce pas? Et donc il dit « redressez-vous ». Et la nucléarisation du conflit ukrainien conduirait naturellement à une conflagration mondiale. Je crois qu'il faut dire que c'est aussi un monde plus instable politiquement, parce qu'il va y avoir de l'instabilité politique à la périphérie, bien évidemment, des blocs. Et on le voit très bien, la question de l'Ukraine est une question aussi d'instabilité politique de ce qui était un no man's land entre la partie occidentale et la partie russe du bloc euro-asiatique. La stabilité des dictateurs, elle est un peu illusoire parce qu'elle vient de leur fragilité qui les amène à renforcer leur pouvoir et les sanctions. En outre, on voit qu'il est de plus en plus difficile, même dans les pays occidentaux, d'avoir un gouvernement au centre. On voit très bien tous les débats que nous avons eus au moment de l'élection actuelle. On voit les débats qu'il y a eu au moment des élections américaines, n'est-ce pas? Non point que le gouvernement du centre soit un idéal, mais il est évident que dans un régime plus ou moins démocratique où il y a une certaine liberté politique, le gouvernement se fait un peu au centre si on veut avoir 50% des voix. Quelque part, le centre se trouve un peu au point névralgique, n'est-ce pas, de ces gouvernements. Un point quand même positif dans l'histoire, n'est-ce pas? Vous avez Walter Scheidel qui vient d'écrire un ouvrage remarquable sur le sujet, c'est que depuis la chute de Rome, la division politique de l'Occident en nations, ces luttes, ne l'a pas affaiblie, mais a au contraire fait sa force. Elle est à l'origine du marché, de sa capacité d'innovation, de sa capacité à créer de nouvelles institutions et des institutions
plus libre. Mais attention, c'est aussi un monde plus sensible aux questions identitaires. Alors les questions identitaires, n'est-ce pas, la notion d'identité est une notion extrêmement floue. Certaines identités, parfois, n'ont pas 5 ans d'ancienneté, n'est-ce pas? Donc ce sont des identités... Mais on cherche à s'identifier à quelque chose. Attention, les évolutions démographiques vont devenir clés dans un monde conflictuel. Elles l'ont été. Les 2 guerres mondiales ont aussi en toile de fond des évolutions démographiques absolument dramatiques, n'est-ce pas? Et ces évolutions démographiques, attention, les gouvernements autocratiques ont contre eux d'avoir des évolutions démographiques très défavorables. C'est le cas de la Russie, c'est le cas de la Chine. Mais des évolutions démographiques défavorables ne tempèrent pas, au contraire, les excès, elles peuvent même les exacerber. La réactivation de la relation ami-ennemi que créent les blocs forge aussi des identités plus agressives, n'est-ce pas? Et donc, ces identités vont être source de tensions, bien sûr externes, ça va de soi, conflits externes, mais aussi internes. On va financer des mouvements à l'intérieur du pays. Regardez l'émission de la Russie dans les élections, n'est-ce pas? Et le nombre de personnalités qui, dans les pays, entre guillemets, occidentaux, sont payés par le FSB, sans être pour autant d'ailleurs nécessairement partisans de la Russie. Et enfin, tous ces conflits vont accélérer l'immigration quand celle-ci va devenir un enjeu accru. Nous allons y revenir. Enfin, nous allons avoir des tensions accrues sur les politiques économiques. Dans un monde tout à la fois plus conflictuel, plus identitaire, et quand je dis plus identitaire, ce sont des identités fragmentées, segmentées, les politiques économiques seraient soumises à des demandes contradictoires accrues pour préserver un semblant d'unité au sein de la nation, au sein de la grande région, n'est-ce pas, l'Europe. Alors nous allons avoir probablement des politiques sociales qui vont continuer à s'accélérer en dépit, par exemple, du déficit de la sécurité sociale en France. Parce que les politiques sociales sont devenues, et on l'a bien vu dans les élections, un enjeu identitaire nouveau. Avant de savoir qui bénéficiait des prestations sociales n'était pas un enjeu fondamental selon l'identité du bénéficiaire. Et ça redevient un enjeu aujourd'hui, on le voit dans les campagnes électorales. Les tensions nouvelles attiseraient la concurrence pour la capture de la rente sociale. Et ça, c'est très évident. Et enfin, les sentiments d'humiliation pourraient s'inviter dans le partage de la rente sociale. Quant au déclin de la coopération, il va exacerber naturellement les conséquences du changement climatique et donc la nécessité de mettre en place des aides pour compenser, n'est-ce pas, ces conséquences négatives. On va se trouver aussi face à des déséquilibres budgétaires plus difficiles. Naturellement, le dérapage des dépenses sociales va y contribuer. Mais l'augmentation des dépenses sociales va aussi y contribuer, n'est-ce pas? Je lis qu'aujourd'hui, par exemple, en l'espace d'à peine 1 mois et demi, 5 pays ont décidé de faire croître beaucoup plus fortement leurs dépenses de défense, n'est-ce pas, du côté occidental. 5 pays qui appartiennent à l'OTAN, auxquels vous allez rajouter naturellement la Finlande et peut-être la Suède bientôt. Donc les dépenses de défense et de sécurité vont augmenter. Nous avons naturellement une augmentation souhaitable des dépenses de sécurité économique et énergétique. On voit très bien qu'il y a un enjeu fondamental et qu'il va falloir accélérer probablement le nucléaire, veiller à l'indépendance alimentaire, etc., etc. Et là, l'État va être appelé au secours pour accélérer le mouvement. Non point que ce mouvement puisse se faire sans le marché. Non, le marché est nécessaire. Mais si on veut accélérer le mouvement, il sera nécessaire de venir au secours de ces mouvements. Et enfin, à quoi on n'est pas assisté, c'est à la limitation des mouvements de capitaux internationaux pour financer les déficits. N'oublions pas que le déficit américain est financé par la Chine, une partie des déficits européens était financée par les Russes. Donc, quelque part, quand vous dites « je vous sors du système SWIFT », ça veut dire que ces capitaux-là ne sont plus présents, n'est-ce pas? Et donc, votre équilibre budgétaire, il augmente et vous avez moins d'offres de capital pour le satisfaire. Vous voyez tout de suite les conséquences sur les taux d'intérêt.
Et d'ailleurs, les politiques monétaires vont être elles-mêmes mises sous pression accrue, du fait des coûts qui sont en hausse, du fait de la déglobalisation, n'est-ce pas? Les coûts de la chaîne de production vont être amenés à augmenter, que cette déglobalisation soit partielle ou totale. Deuxièmement, si nous avons des tensions sociales plus vives, alimentées d'ailleurs par la concurrence entre les blocs, nécessairement la spirale prix-salaire va reprendre un peu ses droits. N'oublions pas que la spirale prix-salaire s'est beaucoup atténuée à partir du mois après la chute du communisme, enfin un petit peu avant, à partir de l'affaiblissement, n'est-ce pas, de la puissance russe, quelque part, parce que les tensions étaient moins fortes. Et enfin, nous allons avoir des tensions accrues générales sur le partage de la valeur ajoutée entre revenus du capital et revenus du travail, surtout si les coûts du capital, eux, augmentent. Donc la politique monétaire va être prise dans un dilemme accru, des coûts de production qui augmentent plus vite, donc des tensions sur les prix, n'est-ce pas, des tensions sur les primes de risque, et puis des risques sur l'activité. Et donc, comment, n'est-ce pas, trancher cette question? Et on voit bien les difficultés, n'est-ce pas, de la BCE à déterminer sa politique. Et enfin, nous avons un univers des risques assurables qui va lui-même être en expansion. Donc cela nous intéresse, n'est-ce pas, et elles vont se concentrer, on voit bien qu'il y a au moins 3 catégories de risques qui vont connaître une forte expansion. Tout d'abord, on va avoir une explosion du risque politique à l'international, n'est-ce pas, qui a été un grand risque classique autrefois et qui va redevenir un risque important avec l'accroissement du risque de crédit lié à l'instabilité politique et notamment à l'instabilité politique au niveau des limitrophes, n'est-ce pas, des blocs, avec un accroissement donc du coût de la couverture de ces risques et un caractère encore plus stratégique de la couverture de ce risque, parce que c'est ce qui permet aux zones limitrophes, n'est-ce pas, de maintenir une croissance économique, de faire entrer des capitaux et de gérer une partie des tensions sociales qui peuvent être générées par la concurrence entre les blocs. Et donc, on peut parier sur le retour des politiques de soutien public à la couverture du risque politique. Deuxièmement, je pense qu'il va y avoir une expansion des risques de responsabilité, n'est-ce pas? C'est un peu le pendant du dérapage des dépenses sociales. On va justement chercher à gérer les tensions en disant il y a plus de responsabilités et donc on va induire l'assurance, on va chercher, le juge va chercher à faire servir l'assurance au partage du risque. Indépendant de la protection donc, contre le monde plus conflictuel et plus risqué d'aujourd'hui, sera représenté par la responsabilité. Un point important de la protection dans une société libérale et démocratique, où il y a un marché, et un des éléments de concurrence très fort entre le bloc occidental et les autres blocs, comme ça l'a été au temps de la concurrence entre les deux blocs avant la chute du communisme. Et enfin, nous allons avoir une explosion du risque cyber. Le risque cyber est déjà en explosion, n'est-ce pas, depuis 2016-2017, et on vous le voit à l'occasion de la guerre en Ukraine, il a totalement explosé tous les compteurs. Car le risque cyber, l'attaque cyber, c'est la guerre menée par d'autres moyens, pour employer l'expression de Clausewitz et la renverser, n'est-ce pas? Clausewitz définissait la guerre comme la politique menée par d'autres moyens. L'attaque cyber et la guerre menée par d'autres moyens. C'est un moyen de prendre en otage directement les populations civiles, n'est-ce pas? Pas besoin du bombardement de Dresde. Vous attaquez les ordinateurs avec un potentiel de destruction et de neutralisation massive de l'ennemi. Ce qui pourrait rendre naturellement cet enjeu militaire pourrait rendre le risque définitivement inassurable, par exemple. Alors, comment s'adapter à la gestion de ces risques? Alors, c'est tout d'abord les nouvelles frontières de l'internationalisation économique. Dans un monde plus fragmenté, les possibilités de mutualisation des risques, les sources de financement se restreignent, en même temps qu'elles font l'objet d'un contrôle plus exigeant que la digitalisation a les moyens partiellement de détourner, mais aussi qui implique une intervention et un contrôle encore plus fort. Alors, les capacités de mutualisation risquent de reculer. Une grande part des gains de diversification sont venus, notamment dans l'assurance, de l'internationalisation. Je ne parle pas de la réassurance. En limitant
les possibilités d'internationalisation, on limite donc les possibilités de mutualisation. Les échanges transblocs, loin de devenir une source de réduction du risque global, deviennent une source de risques supplémentaires, n'est-ce pas, en raison des risques de fractures diplomatiques, n'est-ce pas. Et quant au déclin du cadre institutionnel de la mondialisation, il va rendre encore plus difficile la mutualisation et la garantie, n'est-ce pas, des investissements. Nous avons aussi un risque de mobilité internationale du capital en recul, n'est-ce pas. C'est lui qui a permis de financer, c'est cette mobilité qui a permis de financer les déficits budgétaires, c'est elle qui a permis de compenser les défaillances des marchés financiers locaux jusqu'à présent. Si vous avez un marché local qui ne finance pas bien, eh bien vous avez une grosse importation de capitaux en général. C'est elle qui a permis de réallouer les capitaux vers les meilleures opportunités et de baisser les coûts de production comme on ne l'avait jamais vu auparavant. Et donc, son recul signifierait des pertes d'efficience et de productivité extrêmement significatives. Enfin, bien évidemment, on s'orienterait vers un contrôle accru des échanges internationaux de biens, de capitaux et de personnes. Donc les trois éléments. Dans un monde fragmenté, tous les mouvements internationaux deviennent suspects. Le système des sanctions internationales impose lui-même un contrôle accru extrêmement lourd. En plus, se développe à l'intérieur même des blocs le syndrome du cheval de Troie, un tel la cinquième colonne, le cheval de Troie, l'obsession de la trahison. Regardez ce qui est en train de se passer en Russie. L'obsession de la trahison, qui avait complètement disparu, devient absolument prégnant, n'est-ce pas? En même temps, les ruptures de flux favorisent les trafics, et il faut lutter contre les trafics, sinon c'est la corruption qui monte. Tout cela constitue des défis extrêmement sérieux pour l'assurance, n'est-ce pas? Un monde fragmenté, certes, peut offrir des opportunités en même temps qu'il crée des risques, mais il rend aussi plus difficile la tâche des assureurs et des assureurs. Et la résultante de l'ensemble de ces forces est incertaine. Il y a bien sûr une évolution des besoins de couverture, n'est-ce pas? Couverture des risques politiques, nécessaire, on l'a vu. Couverture de la responsabilité va devoir probablement être étendue. Il faudrait aussi essayer d'innover pour pouvoir au moins partiellement couvrir le risque cyber. Ça va être très difficile, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment possible dans les circonstances actuelles. En tous les cas, très certainement, des partenariats avec les pouvoirs publics seraient utiles pour certains risques. Deuxièmement, eh bien, se profilent aussi des augmentations des besoins en capital. Si l'univers des risques s'élargit, avec certains risques extrêmes plus probables, eh bien, il faut plus de capital. Si les capacités de mutualisation géographique se restreignent, notamment en réassurance, il faut de nouveau plus de capital. Si la corrélation entre certains risques s'accroît avec des phénomènes de réaction de bloc, de comportement de bloc, eh bien, ça veut dire que la diversification est plus faible et donc il faut plus de capital. Et en même temps, les disponibilités de capital en cas de détresse financière sont plus réduites puisque vous vous coupez des capitaux des autres blocs. Donc, vous devez avoir plus de capital pour faire face à la détresse financière. Ce qui veut dire aussi, à terme, une augmentation des tarifs d'assurance potentiels, n'est-ce pas? Puisque l'élargissement de l'univers des risques imposerait des hausses de tarifs, la réduction des capacités de diversification aurait les mêmes conséquences, la baisse du capital disponible induit une hausse du coût du capital dans la protection et donc des tarifs, et la gestion d'un monde fragmenté est plus coûteuse que celle d'un monde ouvert et coordonné par le marché. Dans cet univers, je voudrais insister, parce que c'est le thème de votre journée, c'est que l'enterprise risk management devient absolument clé, n'est-ce pas? Il s'impose tant aux entreprises d'assurance et d'assurance qu'à leurs clients entreprises, n'est-ce pas? De ce point de vue, je crois qu'il est mieux adapté que le risk management classique. Pardonnez-moi, j'oppose dans ma tête enterprise risk management et risk management à la façon des anglo-saxons. Je vous rappelle la définition du risk management qui est donnée par l'US Risk and Insurance Manager Societies, RIMS. C'est ERM is a strategic business discipline that supports the achievement of an organization's objectives by addressing the full spectrum of its risks
and managing the combined impact of those risks in an interrelated risk portfolio. Donc, l'ERM adopte une approche plus complète, plus intégrée, plus holistique de l'univers des risques d'une organisation que le risk management qui procède plus par addition, qui est plus analytique et qui est plus ciblé. Et donc, je crois que l'ère vraiment de l'ERM au sens profond du terme est arrivée. Et notamment, cette ERM est nécessaire parce qu'il faut prendre en compte la dimension géopolitique des risques. Dans un monde fragmenté, le risque géopolitique ne concerne plus seulement les États, il concerne aussi directement les entreprises. Or, la géopolitique relève plus d'une analyse logique des possibles, n'est-ce pas, que du calcul actuariel. Attention, c'est une analyse des possibles, hein, ne l'oubliez pas, et ça Clausewitz nous l'a appris et rappelé à de multiples reprises dans son ouvrage. Donc l'ERM doit, par rapport à la géopolitique et la géostratégie, privilégier les scénarios, les stress testing et les effets de second tour, n'est-ce pas? Et les risk managers doivent de leur côté veiller institutionnellement à renforcer la résilience opérationnelle et la gestion de crise dans leur entreprise, d'où l'importance des business continuity plans. Et au fond, depuis 2008, c'est l'importance de ces business continuity plans qui a été illustrée quasiment tous les 5 à 10 ans, alors que dans les années précédentes, il fallait attendre 10 à 20 ans avant d'avoir des problèmes de cette nature. Enfin, n'est-ce pas, il faut gérer les difficultés accrues d'acquérir du capital, n'est-ce pas, avec une offre moins diversifiée de capital qui impose une meilleure maîtrise des risques ex-ante, donc un ERM beaucoup plus rigoureux, n'est-ce pas, et que la concurrence sur le coût du capital qui devient plus dure quand le marché est moins ouvert suppose aussi cela. Alors, qu'en conclure? Eh bien, c'est que la mondialisation sous l'égide des États-Unis, la guerre civile mondiale, le retour des grandes puissances et la fragmentation du monde en 3 blocs, voire éventuellement plus ultérieurement, ce qui peut apparaître aujourd'hui comme une succession temporelle inexorable dont nous avons à chercher à analyser les conséquences sur l'univers des risques, n'est peut-être pas aussi inexorable que cela. Chacune des 3 hypothèses garde autant de chances de se réaliser à l'avenir. À chaque fois, attention, l'arbre peut cacher la forêt. Ces conséquences d'un scénario purement linéaire et temporel que nous avons déroulé ne se matérialiseront peut-être jamais. En revanche, ce qui est très clair, c'est que l'univers des risques géopolitiques recouvre aujourd'hui, après la guerre en Ukraine, en tous les cas, un champ des possibles beaucoup plus large que ce que nous pensions auparavant, et que loin de se laisser enfermer dans un champ bien délimité, il a tendance à nous surprendre dans ces manifestations historiques. Les Black Swan semblent arriver en géopolitique, semblent arriver en escadrille, alors que nous ne savons pas bien les maîtriser. Donc les actuaires doivent se préparer à ce nouveau monde, plus irakien, où les risques géopolitiques ont une place accrue. Les risques géopolitiques relèvent d'une analyse logique en termes de possibles, plus que d'une analyse probabiliste, ce qui impose d'analyser ce risque en termes de scénario, n'est-ce pas, et de recourir aussi aux méthodes de panel, telles les méthodes Delphi, Probex, qui vont retrouver un peu tout leur lustre, alors qu'on avait tendance un peu à les négliger, quitte ensuite à tenter de probabiliser ces résultats pour aboutir à un chiffre en capital ou autre chose. Mais n'oublions pas, la gestion des risques, ce n'est pas seulement le capital, c'est aussi des procédures, n'est-ce pas? Et que souvent, le chiffre, quand il est construit de cette façon, n'apporte pas nécessairement une information nouvelle importante. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Je voudrais pouvoir savoir comment on fait pour mettre la main sur vos slides. Je pourrais les partager avec l'Institut, je l'adresserai à l'Institut des actuaires sous la forme PDF. Ok, merci. Je vous en prie.
Merci pour ce panorama géopolitique passionnant et puis le lien avec l'ERM. Mais ça donne donc tout son sens à l'ERM. Mais vous parliez de la politique de l'ERM qui doit aller vers le dérisking en considérant son ADN, c'est-à-dire l'entreprise dans son environnement politique et non pas le risk management purement en interne. Mais d'un autre côté, vous avez mis aussi le doigt sur le fait qu'il va y avoir une réduction des capitaux par région, qui ne se parlent plus entre elles. Au moment de l'achat d'assurance, quelle sera finalement la marge de manœuvre de risque manager, même s'il a bien étudié la situation géopolitique, s'il n'a que très peu d'assurance à sa disposition finalement? Oui, non, mais vous avez tout à fait raison. On se trouve. Le problème des situations difficiles, c'est qu'elles vous mettent dans des dilemmes qui sont plus dangereux que dans la période précédente. Et là, ce que vous illustrez, c'est que le dilemme est beaucoup plus clair. Ce qui est certain, c'est que l'assurance risque de devoir absorber une part plus importante de l'offre de capitaux que précédemment. Normalement, vous avez dans un monde une offre de capitaux. Cette offre de capitaux va vers Renault, vers Peugeot, et puis va vers les assureurs, vers les banquiers. Ne les oublions pas. Je pense que les gens du contrôle ne me pardonneraient pas d'oublier les banquiers et l'absorption de capital par les banquiers. Et puis, il y a les assureurs. Donc, il y a un fort risque, dans la mesure où ils couvrent le risque, ils aient absorbé une part supplémentaire de capital. Alors, maintenant, je vous rassure quand même un tout petit peu, l'offre de capital n'est pas une donnée qui tombe du ciel. Quelque part, elle résulte des comportements. Il est évident que si la rémunération du capital augmente à nouveau, aujourd'hui elle est à fond de cave, la rémunération du capital réelle est négative. Regardez le taux d'intérêt des swaps qui protègent contre l'inflation. En Europe, c'est moins 1,5, et aux États-Unis, à 10 ans, et aux États-Unis, on doit tourner entre 0 et 0,5 selon les modalités de calcul que vous retenez. Donc, il n'y a pas une vraie rémunération. Il est certain que si vous raréfiez le capital, le rendement du capital va avoir tendance à augmenter, pour autant que, bien évidemment, vous ayez des opportunités d'investissement productives. Merci Philippe pour cet appel à l'éveil. L'ERM ne date pas d'hier et pourtant j'ai l'impression que beaucoup d'entreprises du CAC 40, voire même des secteurs entiers, le luxe, le vin, sont totalement en retard sur une certaine réactivité. Et je m'interroge pourquoi est-ce qu'il s'agit d'un wishful thinking en pensant qu'une fois la guerre, on reviendra au business as usual. Ça me semble complètement aberrant. Quelle est votre explication sur ce retard à l'allumage? Bon, le retard à l'allumage, je crois, vient tout d'abord du risk management. Ne nous l'aurons pas. Souvenez-vous, la crise de 2008 est une crise des best in class in risk management, c'est-à-dire les Man Brothers, etc. Tout simplement parce que le risk management à l'époque était centralisé dans un service avec un chief risk officer auprès du président, une petite équipe de type hyper intelligent, n'est-ce pas? Et puis quand vous entriez dans la maison et que vous interrogiez le portier ou la personne à l'accueil et vous lui disiez, vous, c'est quoi les risques que vous gérez? La personne vous regardait comme si vous débarquiez de Mars. Ben, aujourd'hui, ça devient de moins en moins le cas. Les personnes sont conscientes qu'elles ont une parcelle de risque à gérer. Alors, ce qui est vrai, c'est que c'est les événements qui créent, n'est-ce pas, le risk management. Regardez au fond l'évolution pour moi de l'assurance. Mais en fait, là, je parle sous le contrôle de Sandrine et de Laurent. Quelque part, dans un premier temps, l'assurance a reçu Solvabilité 2 comme le nec plus ultra en matière de risk management. C'est-à-dire qu'il y avait la description d'un certain nombre de procédures et les entreprises se sont efforcées de mettre en œuvre ces procédures parce qu'elles étaient à des années-lumière de ces procédures. Ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, c'est qu'au fond, elles doivent prendre un tout petit peu d'indépendance par rapport à ces procédures, non point parce qu'elles devraient les remettre en cause, mais parce que l'univers
dans lequel solvabilité a été conçue n'est plus exactement le même, et qui doivent donc réfléchir non plus seulement à la lettre de solvabilité 2, mais à l'esprit de solvabilité 2. Comment j'applique au fond ce qui était recommandé par solvabilité 2 dans un univers qu'au fond les concepteurs de solvabilité 2 n'avaient pas à l'esprit. Et là, il y a un effort à faire. Il ne va pas être fait immédiatement. Je pense que les assureurs et les banquiers vont être parmi les premiers à faire cet effort. Et là, vous m'avez appelé mon attention sur un deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, peut-être, les industriels devraient aussi aborder le sujet, n'est-ce pas? La question d'Airbus, ce n'est pas simplement comment je construis un avion qui ne pique pas du nez, c'est aussi comment j'arrive à perdurer quand le monde se fragmente, quand je ne peux plus acheter du nickel là où je veux l'acheter, etc. Et donc, il faut faire remonter véritablement un souci d'entreprise risk management beaucoup plus lourd dans l'entreprise industrielle et probablement des calculs de value at risk dans des domaines où jusqu'ici personne ne le faisait. Merci beaucoup pour votre présentation. J'avais une petite question. Comme vous l'avez dit, il y a de plus en plus de Black Swan, notamment au niveau géopolitique. Ma première question, est-ce que dans le cadre de la cartographie des risques de score, vous avez considéré certains risques géopolitiques, notamment comme la potentielle crise entre la Chine et Taïwan? Si oui, quelles sont les mesures d'atténuation que vous avez considérées? Et dans une deuxième question, au niveau de la structure même de score, qui est organisée par Hub, donc qui est relativement décentralisée, est-ce que vous pensez que l'impact de ces crises géopolitiques va modifier la structure des grands groupes qui, par exemple, potentiellement, si vous avez une filiale en Russie, de plus en plus de grands groupes sont en train de céder leurs filiales, etc. Donc voilà, à ce niveau-là, merci beaucoup. Merci pour votre question. Malheureusement, sur ce point, je vais devoir lever la main et vous dire que je ne suis pas en mesure de vous répondre parce que le directeur de la Fondation SCORE n'est absolument pas impliqué dans les décisions qui pourraient être discutées, décidées, etc. Sur le sujet. Sur la guerre, je vais vous dire, il faut que chacun sache faire son mea culpa. Je vais vous faire le mien, personnel. J'ai considéré jusqu'à l'invasion de l'Ukraine qu'au fond, Poutine était moins dangereux qu'on ne le pensait. J'avais accepté, malgré ce qui m'avait été dit, et une information finalement pas si mauvaise sur la Tchétchénie, de ne pas regarder ce qui s'était passé en Tchétchénie, n'est-ce pas, en disant au fond, ça c'est un peu de la propagande islamiste, etc. Et j'ai eu bien tort parce que, de fait, nous voyons se passer en Ukraine ce qui s'est passé en Tchétchénie. Et troisièmement, j'ai souri quand une personne du secrétariat général de la Défense nationale et de la sécurité m'a dit que je ne lui parlais pas du risque de guerre, c'était il y a 4 ans ou 5 ans, du risque de guerre avec la Russie. Je pense que je suis parti d'un éclat de rire. C'est lui qui avait raison et c'est moi qui avais tort. Voilà. Ce que je pense maintenant de ce que vous dites, ce qui est très important en revanche, c'est de savoir aussi analyser ses erreurs. On est un petit peu trop... Bien évidemment, les gens n'aiment pas analyser leurs propres erreurs, donc on se respecte aussi les uns les autres, on ne dit pas « toi tu t'es trompé », c'est pas courtois. Il n'en demeure pas moins que je pense que l'analyse de l'erreur est un moment fondamental du risque management. Vous vous tromperez obligatoirement et votre capacité à le reconnaître facilitera votre capacité à en analyser les causes et à vous prémunir contre d'autres risques futurs, toutefois en continuant probablement à vous tromper. Alors, organisation hub, je n'en sais rien, comme je vous dirais, mais les entreprises vont certainement être amenées à revoir pas mal de choses. Alors, nous n'en sommes pas encore à l'embargo total, nous nous dirigeons vers l'embargo total. Il est clair que si la guerre se poursuit en Ukraine, vous voyez bien que les Occidentaux vont faire tomber sanctions derrière sanctions. Voilà. Et donc, à un moment donné, il y aura tant de sanctions que de toute façon, vous n'aurez plus de commerce avec la Russie. Alors, il faut savoir que signifie un embargo total sur la Russie avec un embargo partiel sur la Chine, car la Chine viendra aider partiellement la Russie, très certainement. Et donc, on sera obligé de faire un embargo partiel sur la Chine. On peut l'estimer à environ 15-20% au maximum. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie
moins 4% en Europe, donc la récession en Europe, c'est très clair. Ça signifie moins 5 à 6% au niveau mondial, c'est-à-dire à minima une stagnation, voire une légère récession. Seuls échapperaient à la récession du fait de ce choc de l'embargo les États-Unis et l'Amérique latine, si tant est qu'il n'y ait pas de crise dans les mouvements de capitaux et dans les taux de change. Voilà. Et donc, vous voyez, on y arrive peu à peu, et avec ce peu à peu, des mesures vont être prises à chaque fois, et si vous ne les prenez pas, d'ailleurs, c'est les gouvernements qui, à travers les sanctions, vous obligeront à les prendre. Merci beaucoup pour la présentation. Peut-être deux points, deux questions. La première, c'est sur Dominique de Villepin. Sur Dominique un de peu Villepin. plus fort, s'il vous plaît. Dominique de Villepin. Oui. Vous disiez monde multipolaire, monde moins stable. Oui. On pourrait arguer que Dominique de Villepin n'avait pas tort et que c'est l'instabilité est une conséquence directe de la globalisation. Et on peut le voir aux États-Unis avec Trump, avec la fin du mandat de Trump, et partout ailleurs dans le monde. Le deuxième point, c'est, je suis sûr, enfin j'imagine que vous l'avez traité par ailleurs, c'est la démographie et le changement climatique. Et comment lire vos analyses à l'aune de ces deux thèmes-là. Voilà. Merci beaucoup. Alors, sur le premier point, naturellement, vous avez raison, hein, j'ai pas le lien de causalité, d'où vient la multipolarité, elle peut venir de la mondialisation, et c'est un petit peu ma conclusion que vous voyez, que vous aviez, bon, elle est plus là, mais que vous aviez, qui était de vous dire, au fond, l'évolution linéaire, elle est peut-être un peu illusoire, il y a peut-être des rapports de causalité, c'est peut-être réversible, voyez-vous. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous, quelque part, la mondialisation peut créer la multipolarité. Mais à ce moment-là, vous donneriez raison à Carl Schmitt, dans le Nomos de la Terre, qui vous dit la globalisation étant une contradiction in adjecto, ne peut aboutir qu'à une catastrophe mondiale. Voilà. Donc, oui, vous avez probablement raison. En tout cas, ça fait partie des hypothèses de travail importantes. Concernant la démographie et le changement climatique, alors je n'ai pas beaucoup parlé du changement climatique, j'ai juste fait allusion au défi. Il est évident que la baisse, d'abord de la coopération internationale, met en danger la lutte contre le changement climatique, parce que ça veut dire que vous allez avoir deux blocs, Chine et Russie, qui éventuellement ne vont pas contribuer. Alors la Chine a des intérêts un peu différents, ceci doit être dit avec nuance avec la Chine, mais ça fait quand même partie des gros contributeurs aujourd'hui, n'est-ce pas, avec l'Inde et le Brésil à l'émission de CO2 dans l'atmosphère et donc au réchauffement climatique. Donc on a des gens non coopératifs, ce qui va rendre beaucoup plus difficile toute stratégie, n'est-ce pas, de lutte contre le changement climatique, parce que bien évidemment la logique des blocs, c'est que c'est l'autre bloc qui est responsable du désastre. Naturellement, le lien entre changement climatique et démographie est très important. Réduisez la population mondiale au niveau où elle était à l'époque romaine, et la question du changement climatique ne se pose même plus, quelle que soit l'utilisation que nous fassions du pétrole, etc., etc. Et les enjeux démographiques deviennent importants parce que vous voyez bien qu'ils amènent avec des bouleversements. Je vais vous citer des bouleversements parce que les gens ne le comprennent pas et ne comprennent pas un tout petit peu aussi où sont les sources un peu impensées de la Seconde Guerre mondiale. Prague, en 1860, c'est 90% de population allemande. Prague, en 1900-1910, c'est 70% de population allemande. Prague, en 1925, c'est 30% de population allemande. Prague, en 1945, c'est 0% de population allemande. La question, ce n'est pas les flux des Allemands seraient partis de Prague, etc. Ça ne l'est qu'après 1945. La question, c'est que vous avez un changement démographique important entre les populations d'origine vraiment germanique et les populations slaves, sachant que vous avez toute une masse de population donc un peu difficile à déterminer, comme en témoignent les noms d'origine slave qui prévalent en Allemagne. Mais vous voyez, ces changements démographiques en Europe centrale ont fait une partie de l'enjeu, n'est-ce pas, du dépaissement de l'Autriche-Hongrie, et sont directement à l'origine
de la Seconde Guerre mondiale, très probablement. Là aussi, vous voyez, la démographie est en jeu, n'est-ce pas? Et on voit bien en Chine qu'il y a des enjeux démographiques entre le Xinjiang et la population Han. Et donc tout cela peut créer des tensions parce que, bien évidemment, lié à cela, vous voyez des bouleversements. C'est simplement le bouleversement de votre quartier. Mon quartier était habité par telle population. Tiens, 20 ans après, il est habité par une autre population. Et ça, bien évidemment, ça demande une gestion active, n'est-ce pas? Parfois, ça se passe très bien. Mais on voit bien que dans la rivalité des blocs, bien évidemment, on va leverager là-dessus au maximum. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions.